Cet épisode va faire partie d'une mini-série sur les endroits les plus chauds de la planète, tels que Taïwan. Taïwan. Que je dise pas de bêtises, c'est un pays, Taïwan, dont la capitale est peut-être Taipei, mais je suis pas sûr. Bon. Quand je dis les endroits les plus chauds de la planète, je parle pas évidemment de leur climat ou de leur température, mais du fait qu'ils soient reconnus officiellement pour être les endroits les plus susceptibles de déclencher la Troisième Guerre mondiale. Taïwan en fait partie. Enfin, moi, je dirais que c'est une ville surtout de commerce et commercial, hein, parce que c'est connu surtout mondialement, enfin, au point de vue textile, vêtements, exportation. Ils exportent beaucoup. Hein, voilà, mais c'est tout ce que je sais sur Taïwan. Et bien que cet endroit soit susceptible d'être responsable de la destruction de cette planète, comme vous pouvez le constater, la plupart des gens ne connaissent peu, voire pas du tout, cet endroit et ses problématiques. Comme non, je vois ça comme un petit pays, comme une principauté, vraiment quelque chose de très petit. C'est une île, il me semble. C'est une ville? Ouais, pour moi. Allez, générique. Alors avant toute chose, on en fait un point géographique sur Taïwan. Taïwan est une île qui se situe en Asie, en Extrême-Orient, un peu plus de 150 km des côtes de la Chine. En superficie, c'est équivalent à la Belgique et au Luxembourg réunis, à ne pas confondre avec Hong Kong, qui lui est en équivalence à la Martinique. Ou si on reprend notre exemple, à la moitié du Luxembourg, c'est-à-dire que c'est petit, extrêmement petit. Taïwan aussi en niveau population est exactement le double de la population de la Belgique et du Luxembourg réunis. Tout ça pour dire qu'à une échelle européenne, Taïwan est une vraie nation, même si évidemment à côté de la Chine, cela fait très petit. C'est très intéressant ce que vous dites là. Alors rentrons maintenant dans le vif du sujet. Pourquoi Taïwan est susceptible de déclencher la Troisième Guerre mondiale? C'est dû à la problématique de ce qu'on appelle les deux Chines. Pourquoi il y a deux Chines? La première, c'est la République de Chine qui se situe à Taïwan, qu'on va appeler dans cette vidéo Taïwan pour simplifier les choses, et la population chinoise, on les appellera des Taïwanais. L'autre Chine, c'est la République populaire de Chine, aussi appelée Chine continentale ou Chine communiste, qui est équivalent à la Chine que vous connaissez et qu'on va appeler dans cette vidéo la Chine et la population, les Chinois, encore une fois pour simplifier et pour éviter de prendre 3 aspirines pour pouvoir finir cette vidéo. N'exagérons rien. Ces deux Chines ont un gouvernement différent l'un de l'autre et donc par conséquent un président différent. Mais ça ne s'arrête pas là, ils ont aussi un drapeau différent, un hymne national différent et surtout un passeport différent, une monnaie différente, une armée différente. Bref, ce sont deux pays autonomes et indépendants l'un de l'autre. Le problème, c'est que Taïwan n'est pas reconnu tel quel, il est reconnu officiellement comme une province à part entière de la Chine communiste. D'ailleurs, pour les Chinois communistes, ils appellent ça une province rebelle. Quand je dis internationalement, je parle de la communauté internationale, c'est-à-dire la plupart des pays dans le monde, et l'ONU. La plupart des pays, puisqu'il y a 22 pays qui reconnaissent quand même Taïwan, mais ces pays, ce sont des pays comme les îles Marshall, les îles Salomon, l'Honduras, le Swaziland, bref, des pays qui n'ont pas vraiment de poids dans la communauté internationale, autant dire que tout le monde se fout un peu de leur opinion. Ça c'est vrai. Comme Taïwan n'est pas reconnu internationalement comme un pays indépendant, la Chine communiste estime que Taïwan devrait réintégrer la Chine. Comme l'a dit un haut dignitaire chinois, nous préférons un Taïwan détruit qu'un Taïwan indépendant. En clair, ça veut dire qu'il donne deux options à Taïwan. Option A, vous réintégrez la Chine et vous obéissez à Pékin. Ou option B, on vous bombe votre face et on rase votre pays. C'est un peu sommaire, mais ça peut être efficace. Et c'est là que l'oncle Sam intervient, car oui, les États-Unis sont alliés et soutiennent Taïwan. Et donc, par conséquent, si les Chinois communistes intervenaient militairement sur l'île de Taïwan, les États-Unis devraient déclarer la guerre à la Chine et par conséquent, Troisième Guerre mondiale. Alors, est-ce que cette menace est réelle et à quel point? Et surtout, j'imagine que vous posez la question, c'est pourquoi et comment on est arrivé là? Exactement. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire de Taïwan et de la Chine. Comme vous en doutez, cela remonte à des temps très anciens, tout cela pour vous dire que l'histoire de ces deux pays n'a pas toujours été commune. Pour faire simple, on peut dire qu'à un moment, les Chinois se sont installés à Taïwan et que cette île a appartenu à une période aux Hollandais. En 1662, un général chinois du nom de Zheng Chengkong, appelé en Europe Kongxinga, a chassé les Hollandais de Taïwan. Et à partir de ce moment, on peut dire que Taïwan fait partie intégrante de la Chine. Bon, je sais, c'est un peu simpliste, mais c'est pour que le début ne soit pas trop long. C'est pas si mal. C'est à la fin du 19e siècle que les choses vont se compliquer pour la Chine.
le Japon a un nouvel empereur, le 122e, du nom de Mitsuhito. Cet empereur décide de moderniser le Japon et il va faire des réformes radicales et en priorité l'industrialiser. Tout ceci va donner au Japon une armée puissante et surtout une force navale ultramoderne. Cette période sera appelée la période Meiji qui pourrait se traduire par la politique éclairée. Fort de tout cela, le Japon va décider d'étendre son territoire et de déclarer la guerre à la Chine. L'armée chinoise, mal équipée, mal commandée, va perdre cette guerre. Et le 17 avril 1895, le Japon et la Chine vont signer un traité, le fameux traité de Shimonoseki. La Chine va devoir payer la somme de 200 millions de tel, mais surtout elle va perdre des territoires, dont l'île de Taïwan. À Taïwan, pour résister à l'envahisseur japonais, la République de Taïwan va être créée. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus pour éviter de vous donner un mal de tête, puisqu'il y a encore beaucoup d'informations qui arrivent. Les choses insoupçonnables. Suite à cette défaite, il va y avoir des bouleversements en Chine, ce qui va mener à une révolution. Et le 29 décembre 1911, Sun Yat-sen devient le premier président et proclame la République de Chine. Sun Yat-sen est aussi connu sous le nom de Sun Chong-san, et c'est pourquoi vous avez dans toutes les villes de Taïwan, toutes sans exception, une Chongsan-lu, c'est-à-dire une rue Sun Yat-sen. La République va changer la capitale de Beijing à Nanjing, ou si vous préférez Pékin à Nankin. Elle va changer le drapeau de l'assuré dragon pour celui des 5 couleurs, supposé représenter les 5 ethnies principales de la Chine. Je pourrais pas le savoir, moi. Malheureusement, comme toutes les révolutions qui viennent de naître, c'est rapidement le bordel. Des seigneurs de guerre du Nord ne veulent pas se soumettre à la République, et ce qui ne va pas arranger les choses, un nouveau parti politique va se créer en 1921 à Shanghai, c'est le Parti communiste chinois. Un général va mettre de l'ordre dans tout ça, c'est le général Chiang Kai-shek, de son vrai nom Jiang Chongchen. Avec ses armées, par la force, persévérance et traîtrise, il va réussir à réunifier le pays, et fort de tout cela, il va prendre le pouvoir et instaurer une dictature. Gonflé, le mec. Il va changer le drapeau de la République par celui de son parti politique, le Kuomintang. Soit le bleu du ciel, un soleil blanc avec 12 rayons pour les 12 mois de l'année, et le rouge censé représenter le sang versé par les révolutionnaires pour la naissance de la République. Malheureusement pour lui, la joie va être de courte durée à cause des Japonais. Et oui, encore eux, car au Japon, ce sont les militaires qui ont pris le pouvoir, et ils ont fortement développé leur puissance militaire, dans le but d'étendre encore plus leur territoire. En 1937, ils déclarent donc la guerre à la Chine. Bah, ils exagèrent un petit peu. Hein. Là, je me dois de faire 2 explications. La première, c'est que quand je vous dis que les Japonais déclarent la guerre à la Chine, si en Europe on déclare la guerre puis on vous attaque, les Japonais, eux, sont plutôt « je vous attaque et je vous déclare la guerre après ». Pour eux, à partir du moment où vous êtes là pour buter les gens, autant garder l'effet de surprise, et à partir du moment où on vous tire dessus, vous êtes censé comprendre que c'est une déclaration de guerre. C'est comme cela qu'ils ont fait avec les Russes, les Chinois, et c'est comme cela qu'ils feront avec les Américains à Pearl Harbor. Ce qui surprendra les Américains, mais ils ont toujours fait comme ça. D'où ma phrase magique à la fin de cette vidéo. Je sens que ça va pas m'épater. Deuxièmement, et là soyons clairs, les armées japonaises à cette époque, soit au début de la Deuxième Guerre mondiale, et tout au long de la Deuxième Guerre mondiale, sont dans l'horreur équivalent aux armées nazies. Pour exemple, pour vous donner une idée de leurs activités, ils prenaient quelques civils, les alignaient sur 2 rangées, 2 officiers japonais avec leurs sabres, décapitaient les uns après les autres les civils, pour faire un concours de savoir lequel des deux en décapitait le plus en 1 minute, et le grand vainqueur avait droit à sa photo dans le journal. Mais ce sont des sauvages! 1945, c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale et les Alliés doivent décider de l'avenir des pays envahis par les Allemands et les Japonais. Pour Taïwan, on décide de le rendre à la Chine, c'est le traité de San Francisco qui l'officialisera. Et donc Taïwan revient sous l'autorité de la République de Chine après 100 ans d'occupation japonaise. Chiang Kai-shek est un nouveau pouvoir de l'ensemble de la Chine, y compris cette fois-ci Taïwan. Sauf qu'encore une fois, cela sera de courte durée car le Parti communiste chinois revient à la charge et c'est le début d'une nouvelle guerre civile. Eh, dites, vous n'avez pas de chance, hein? Sauf que cette fois-ci, les communistes sont largement soutenus par l'URSS, la Russie, qui est sous un régime communiste. Fort de cette aide et du fait que l'armée de Chiang Kai-shek est bien morflée pendant la Deuxième Guerre mondiale face aux Japonais, font que les armées communistes prennent vite le dessus. Ces armées se faisant déborder, Chiang Kai-shek décide de migrer la capitale de Nanjing à Taipei à Taïwan et de se réfugier avec le reste de ses armées sur cette île. Et c'est là, sans mauvais jeu de mots, que le casse-tête chinois va commencer. D'ordinaire, vous avez plus d'esprit. Le 1er octobre 1949, les communistes, sous la direction de Mao, déclarent la création de la République populaire de Chine, avec pour capitale Beijing ou Pékin si vous préférez.
Oui, mais officiellement, la République de Chine existe toujours et Chiang Kai-shek en est toujours le président. Vous voyez déjà un peu le beans. Pour l'ensemble des pays communistes du monde, le président de la Chine, c'est Mao Tse-tung, et pour tous les autres, et l'ONU, c'est Chiang Kai-shek. Alors? Les communistes vont bien essayer d'envahir Taïwan, mais en ces années 50, les Américains ont décidé de soutenir à fond Taïwan, car pour eux, il faut absolument empêcher toute progression des communistes, où que ce soit dans le monde. Le 2 décembre 1954, ils vont signer un traité, le traité de défense sino-américaine. Le vrai nom, en fait, c'est The Mutual Treaty Between the United States of America and the Republic of China. Mais sino-américain, c'est plus simple pour moi. Et dans ce traité, l'article 5 dit que toute attaque contre l'une des deux parties serait considérée comme un danger à la sécurité des deux. En clair, s'attaquer à Taïwan, c'est s'attaquer aux États-Unis d'Amérique. Nous sommes en pleine guerre froide entre les capitalistes et les communistes. Ah, je me disais aussi... En 1971, les choses vont prendre une mauvaise tournure pour Taïwan. Le président des États-Unis, Richard Nixon, qui est empêtré dans la guerre du Vietnam, veut pouvoir négocier avec les communistes chinois, avec Mao. Il décide de proposer de reconnaître les deux pays à l'ONU et que donc chacun ait son siège. Sauf que Chiang Kai-shek s'y refuse. Pour lui, il ne peut y avoir qu'une seule Chine et oblige l'ONU encore à faire un choix entre les deux. Pour Mao Tse-tung, c'est la même chose, même combat. Et donc les Américains empêtrés vont décider de lâcher Chiang Kai-shek. L'ONU fait donc un vote pour décider qui sera officiellement le dirigeant reconnu de la Chine, et le 29 octobre 1971, la résolution 2758 est passée, qui fait que la République de Chine n'est plus reconnue comme dirigeant de la Chine, mais que c'est la République populaire de Chine. Le 1er janvier 1979, c'est au tour des Américains d'en faire de même, et Taïwan devient officiellement une province de la Chine communiste. Tout ça, à mon avis, à cause d'un homme qui avait un peu trop de fierté. Pour moi, c'est plutôt de la connerie, enfin. Le problème, c'est que le traité sino-américain n'est de ce fait plus valable, et ce qui ne sera pas du tout du goût du Sénat américain, qui estime que ce n'est pas au président de décider, mais au Sénat. Il y aura d'ailleurs un procès contre le président, mais comme vous en doutez, cela ne changera rien. Mais pour l'anecdote, cet épisode légal est étudié dans les écoles de droit américaines. Quoi qu'il en soit, pour ne pas complètement abandonner Taïwan, le Congrès va passer une loi. C'est the Taiwan Relation Act, qui fait que les États-Unis déclarent qu'ils sont d'accord pour la réunification des deux Chines, mais que toute autre méthode qu'une méthode pacifique serait considérée comme une menace pour les États-Unis, et que les États-Unis sont obligés de fournir à Taïwan toute l'aide nécessaire à la défense de son territoire. En clair, ça veut dire quoi? En clair, la Chine fait ce qu'elle veut avec Taïwan, mais sans armes, sinon on intervient. Bon, tout ceci nous amène à la situation d'aujourd'hui, situation plus que problématique. Alors bien sûr, il y aura plein de tentatives de part et d'autre d'améliorer ou détériorer les relations. Mais pour vous donner un exemple de la complexité, en 1992, des négociations vont donner lieu à un consensus, ce qu'on appelle le consensus de 92, qui stipule que les deux pays sont d'accord pour dire qu'il n'y ait qu'une seule Chine, mais que chacun a sa propre interprétation. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais rien que ça va donner tout un certain nombre de problématiques. Pour Taïwan, certains partis vont dire que ce consensus n'existe pas, pour d'autres dire qu'il n'est pas très clair, pour certains Chinois dire que c'est un accord, donc c'est dans le marbre, alors que ça ne stipule rien, et pour les Américains, moi, j'ai pas d'avis là-dessus, hein. Ouais, ben, ça valait pas le coup. Sans compter tous les autres petits problèmes, comme par exemple les sportifs taïwanais ne sont pas aux Jeux Olympiques sous Taïwan, mais sous Chinese Taipei, ce qui ne veut pas dire grand-chose. En 2015, une Taïwanaise qui faisait du tourisme en Suisse a voulu participer à une visite des bâtiments de l'ONU. Elle s'est vue refuser l'entrée à cause de son passeport taïwanais, qui, ce qu'on lui a dit, n'était pas reconnu. Je ne sais pas si vous voyez le délire, c'est-à-dire que la nana, elle a fait un visa pour la Suisse sur son passeport taïwanais, elle a pris l'avion avec son passeport taïwanais, elle a traversé la frontière pour la Suisse avec son passeport taïwanais, arrivée dans un bâtiment touristique, on lui dit non, son passeport n'est plus valable. Ça devient trop con tout ça. On ne parlera pas non plus des chanteuses célèbres, telles que Amé, qui ont été interdites en Chine parce qu'elles avaient chanté l'hymne national, ou l'autre qui a fait une photo sur un selfie avec le drapeau taïwanais. Vous me direz que tout ceci, c'est plus du folklore qu'autre chose, pas vraiment de quoi déclencher une guerre mondiale. Sauf que la Chine, le 14 mars 2005, a passé une loi anti-sécession, qui stipule noir sur blanc que l'État chinois ne devrait jamais autoriser que Taïwan se sépare de la Chine, sous aucune forme que ce soit. N'oubliez pas non plus que les Chinois ont pointé plus de 900 missiles en direction de Taïwan et que surtout la Chine a construit un camp d'entraînement militaire où les soldats s'entraînent à prendre d'assaut un aéroport qui ressemble à celui de Thaïlande ou un building qui est une copie du palais présidentiel taïwanais. Tout ceci, comme vous en doutez, ne réchauffe pas vraiment les relations
Et comme en plus Taïwan se paye le luxe d'être une véritable et réelle démocratie, et qu'en janvier 2016 ils ont élu une femme présidente, Tsai Ing-wen, qui a déclaré « Notre démocratie et identité nationale doit être respectée ». Elle a raison. Tout ceci pour vous dire que les relations là-bas sont plus que tendues et qu'il n'est pas impossible d'imaginer qu'un général chinois un peu fatigué, un peu lassé de ces Taïwanais rebelles prenne la décision de régler le problème une bonne fois pour toutes et qu'on se retrouve tous avec une guerre mondiale sur la tronche. 我已做好准备，寂寞的高跟鞋，很想要翻点醉，撒上跳动气味，星光摇曳耳边，自由难能可贵，孤单却容易醉。谁家的宝贝，你美得让我想犯罪，身上的香味令我陶醉。 Voilà, cet épisode du quart d'heure historique est maintenant terminé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, partager et partager encore. Si vous n'avez pas aimé, partagez quand même. Dites, regardez cette vidéo, elle n'est pas terrible, mais regarde-la, car comme disait quelqu'un de célèbre, l'important c'est pas qu'on dise du bien ou du mal de moi, c'est qu'on parle de moi. Et vous avez bien sûr les commentaires pour préciser si jamais il y a une grande faute historique que vous avez vue, je ne sais pas, du genre... était un roi Raymond. Par exemple. Ou si bien sûr il y a un sujet d'histoire que vous aimeriez voir traité par le quart d'heure historique. Je finirai par cette formule magique, elle n'est pas de moi évidemment, elle est de Georges Santayana. Toutes les personnes qui vous demanderaient pourquoi vous regardez ce genre de vidéo, vous pouvez leur répondre. Quelqu'un qui refuse de connaître l'histoire se condamne à la revivre. Kenavo.